Allez, chers amis, bienvenue à notre 8e café littéraire. Donc l'Afrique en Livre et ses partenaires sont extrêmement heureux de vous savoir aussi nombreux, une fois de plus, pour faire avec nous ce voyage qui est notre 8e. Et aujourd'hui, nous allons aller vers le Sénégal. Voilà, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Et merci à tous les fidèles que je vois dans la salle. Donc nous avons eu un problème de timing. Donc nous allons aller extrêmement vite pour pouvoir rattraper dedans. Donc je tiens à excuser ici, avant de commencer, le monsieur le bourgmestre qui n'a pas pu se rendre, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Et au nom de l'Afrique en Livre, au nom de tous ses partenaires, je vous souhaite la bienvenue et bon voyage vers le Sénégal. Voilà, je vais passer la parole à M. Béhérez, qui est notre échevin, qui nous a toujours accompagnés et qui a toujours été présent avec nous dans ces cafés littéraires, pour qu'il nous dise un mot. Merci, mais merci pour cet accueil et votre excellence. Bienvenue à Charleroi au nom du bourgmestre et de mes collègues du collège Échevinal. Évidemment, je me félicite de votre présence. Je dois dire que l'événement que nous vivons ici, Afrique en Livre, est effectivement en train de devenir une bonne habitude, parce que c'est tout un pan de culture, toute une culture qu'en Europe nous connaissons assez peu, et qui est très vivace, qui est extrêmement vivante, et qui mérite en tout cas qu'on s'y attarde, et qui est très attachante. Alors le sujet que vous allez aborder, la diplomatie, la personne qui a introduit cette soirée dit qu'on allait essayer d'aller vite, mais la diplomatie, c'est parfois aussi prendre le temps et donner le temps pour que les choses se fassent. On sait, et je me rends compte, parce que la politique n'est pas au départ mon métier, on se rend compte que la diplomatie est quelque chose d'extrêmement important. Mettre du lien, c'est ce qui permet le vivre ensemble. Et on dit souvent d'ailleurs que dans nos sociétés européennes, le vivre ensemble est en train de se déstructurer. On ne connaît plus son voisin, on n'a plus les relations humaines qui sont là, et à partir d'un certain moment, quand votre voisin n'est plus connu, devient un inconnu, il y a une certaine haine qui peut se faire jour, et on a une montée en Europe des racismes que l'on connaît, qui est notamment due au fait qu'il n'y a plus cette diplomatie entre nous, il n'y a plus cet échange, il n'y a plus
cette conscience d'une vie commune. La diplomatie, c'est ça finalement, c'est vivre en commun à l'échelle d'un pays. À l'échelle d'un pays pour éviter la guerre, pour éviter les conflits, parce que les conflits, c'est souvent l'échec d'une diplomatie. Alors Clausewitz disait que c'était la diplomatie de la politique qui se poursuivait par d'autres moyens, mais ce ne sont pas des moyens agréables. Et nous savons tous que le Sénégal a une place prépondérante dans la diplomatie africaine, extrêmement actif. Donc j'ai hâte évidemment de découvrir votre livre et de pouvoir le lire. Malheureusement, je ne pourrai pas rester très longtemps. Vous savez que nous sommes dans une période un peu spéciale. On est dans la période électorale en Belgique, donc il y a différentes personnes d'ailleurs qui sont impliquées au niveau de la politique locale. Et je salue Mme Ouivine qui est là et qui est un des piliers de la politique et qui amène ce côté africain, cette convivialité extrêmement agréable. En tout cas, encore une fois, merci. Merci à vous d'avoir pris de votre temps précieux pour venir nous présenter votre œuvre, votre ouvrage. Et merci à tous d'être présents aussi nombreux, chaque fois plus nombreux, j'ai l'impression d'ailleurs, lors de ces soirées d'Afrique en ligne. Merci. Alors, notre soirée va s'articuler autour de 3 points. Nous aurons la première partie qui sera la présentation de Son Excellence et du livre qui nous réunit ici. On aura une espèce d'intermède, extrêmement brève, pendant laquelle on pourra suivre les sons de l'Afrique qui nous ont versés pendant ce temps-là. Nous présenterons très brièvement aussi 2 nouveaux partenaires qui viennent de nous rejoindre dans ce navire-là. Et juste après, on passera à la partie débat. Alors, sans plus attendre, je passerai la parole au directeur du CACEAC qui va nous présenter notre invité ce soir. Mesdames, Messieurs, chers amis de nos cafés littéraires, nous avons donc le grand plaisir et le grand honneur ce soir d'avoir comme conférencier M. l'ambassadeur du Sénégal à Bruxelles, M. Amadou Diop. En quelques mots, je vais vous présenter son curriculum vitae, si je puis dire, puisque tout le monde forcément ne le connaît pas, et moi non plus, c'est pour ça que j'ai mon copier. Monsieur Diop est, si on peut dire, un grand serviteur du Sénégal, puisque ça fait près de 35 ans maintenant qu'il y occupe les plus hautes fonctions diplomatiques. Il est breveté de l'ancienne École nationale d'administration et de magistrature du Sénégal, et il fut même, ce qui n'est pas rien, major de sa promotion. Il a donc débuté logiquement sa carrière au ministère des Affaires étrangères avant de servir à l'extérieur. Il fut rapidement désigné comme chef de la division des conventions et des accords internationaux. Et à ce titre, en 1987, il participa à l'élaboration de la fameuse convention de Lomé, qui, comme beaucoup d'entre vous le savent probablement, lie l'Afrique, les Caraïbes, le Pacifique à la communauté européenne. À cette occasion, il fut affecté déjà à Bruxelles, capitale de l'Europe, et il en profita pour faire un diplôme d'études approfondies en relations internationales. À son retour au pays, il fut nommé conseiller diplomatique à la présidence de la République et contribua alors activement à l'élaboration de la politique de son pays sous la présidence d'Abdi Diouf, qui l'élèvera au rang d'ambassadeur et en fit son premier conseiller. Après le départ du président Diouf, il conseillera encore son successeur, le président Wade, pendant 2 ans. Et en 2004, il s'installa à Ouagadougou, au Burkina, pour devenir le conseiller de Soumaïla Cissé, qui était le président de l'UEMOA. L'UEMOA, c'est donc l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et à présent, le président actuel du Sénégal a donc renvoyé son Excellence Diop à Bruxelles, cette fois en tant qu'ambassadeur, et c'est donc à ce titre que nous lui souhaitons la bienvenue ce soir. M. Amadou Diop a eu la chance de servir sous les présidences mythiques, pourrais-je dire, de Léopold Sédar Senghor et d'Abdou Diouf, 2 personnalités vraiment très marquantes de l'Afrique postcoloniale, et nul doute que notre assemblée ce soir nous permettra de mieux connaître encore, à travers le livre qu'il a écrit et dont nous avons parlé, les fascinantes trajectoires politiques de ces 2 géants, et quand il s'agit d'Abdou Diouf, ces géants dans tous les sens du terme, et de celui qui les a si bien servis. Merci de votre attention. Merci, M. le directeur.
Donc voilà, je vais céder la parole à notre pilote habituel et Michel. Et sur ce, je vous souhaite un très bon amusement et à bientôt. Merci Guillaume. En fait, moi, je ne regarde pas longtemps le micro comme d'habitude. Je vais tout de suite passer la parole à son Excellence pour qu'il présente son livre. Et comme ça, on pourra échanger, après l'avoir écouté, nous parler en quelques mots de ce qu'il a écrit, disons de ce livre qu'il a écrit. Votre Excellence. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Je voudrais tout d'abord présenter mes excuses pour ce retard. Il y a des contraintes du voyage et je suis accompagné par des membres de l'ambassade qui vont nous rejoindre. Je suis en condition d'abord encore pris dans les embouteillages, mais ils seront représentés diplomatiquement par mon épouse qui est là et qui est venue se joindre à nous. Quand je dis nous, parce que je me considère comme membre de cette communauté africaine, riche de sa diversité. Les premiers mots, c'est pour remercier celui qui vous a créé. Donc, le bourgmestre, que nous comprenons, ses contraintes, chez l'échevin, chez le présentateur. Je crois que les premiers mots de remerciement, donc, comme je viens de dire, diplomatiquement, culturellement, en tout cas, nous, Africains, doivent venir à ce qui vous a créé. Comme on le dit, pour se déployer, le poisson doit toujours exprimer sa gratitude à l'eau qu'il a créée. Donc, nous vous remercions. La Belgique, Charles Michelin, l'échevin. Et dans vos propos, M. l'échevin, vous avez dit un élément important qui, en soi, résume la problématique, la philosophie de la diplomatie, la connaissance de l'autre, le contact avec l'autre, l'ouverture, le dialogue. Et c'est ce que le premier président du Sénégal, homme d'État, poète, président Senghor, a pour résumer, je rentre, si vous me le permettez, droit dans le sujet. Mais comme on dit, avant de rentrer dans le sujet, je dis que diplomatiquement et culturellement, j'exprime nos regrets de venir en retard, nos remerciements pour cela, mais bien sûr, je me considère de dévote, mais de cela aussi, le fait de m'avoir donné cette occasion de venir ici, enfin, communier, je vous dois aussi des remerciements. Et Mme So, je tenais à vous remercier pour toute la diligence que vous avez apportée, pour toute la disponibilité dont vous avez fait preuve pour que nous puissions retrouver ici cette famille, notre famille, au sens large du terme. Donc je disais que je vais droit au but parce que quand je parle d'ouverture, de brassage, de compréhension, comme l'a dit l'échevin, je crois que vous avez touché du doigt ce qu'est le creuset diplomatique. Et je crois que c'est ce creuset-là, de ce creuset, c'est nourri, qui constitue ce qu'on appelle la sève nourricière de la pensée senghorienne, de cette pensée qui a inspiré, qui a impulsé cette diplomatie sénégalaise. Et donc le livre, comme vous l'avez vu, dans sa deuxième partie, a essayé de voir comment, à travers cette pensée sénégalienne, le Sénégal a pu se déployer et rayonner. Et bien sûr, toujours dans un esprit de prolongement et dans un esprit de vérification de son héritage, le président Diouf a pris le relais. C'est cette troisième partie que nous avons essayé d'illustrer. Bien sûr, comme dans la présentation, nous avons eu à servir notre chef d'État, le président Wade, et comme je l'ai dit dans les propos préliminaires, au moment de la rédaction du livre, et il était toujours en activité.
et j'avais voulu pour des raisons déontologiques et pour des raisons scientifiques, me cantonner à ces deux phases, la phase senghorienne et la phase djouffienne, achevée, donc qui permet d'avoir une vision beaucoup plus achevée, beaucoup plus globale, que de faire une analyse ou bien des projections sur une œuvre inachevée. Ce qui était donc, qui devait servir de trame à cette dernière partie et que nous souhaitons pouvoir revisiter dans la mesure des possibilités. Voilà donc les deux axes majeurs qui constituent la trame de ce livre, la diplomatie sénégalaise à travers ces deux grands serviteurs qui ont été Léopold Sédar Senghor, succédé après par le président Diouf, deuxième donc élément clé, mais j'ai eu à dire qu'on ne peut pas s'inviter dans les concepts, dans les doctrines, dans les approches, si on n'a pas pu camper les fondements. Et je crois que toute cette première partie du livre a essayé de voir quelles sont les bases sur lesquelles cette diplomatie a reposé. Parce que les hommes inspirent, mais les hommes doivent s'appuyer sur des instruments, des structures pour pouvoir être opérationnels. Ça, c'est la première partie. Donc, c'est une première partie de présentation générale pour camper l'environnement dans lequel évolue ce Sénégal. Environnement géographique, historique, culturel, économique. Et à partir de ces socles, de ces bases, voir comment ces deux hommes ont pu inspirer, impulser une action diplomatique. Mais quand, je l'ai dit dans le livre, j'ai pris comme laboratoire le Sénégal, mais comme vous le savez, la diplomatie par essence est un terrain ouvert. Et c'est cette ouverture qui dit qu'en revisitant ces différentes phases, c'est le Sénégal qui est le laboratoire, mais c'est un laboratoire qui évolue dans un environnement géographique africain. Donc la diplomatie africaine, comme vous l'avez vu au cours du livre, aura sa part dans les développements. Et mieux encore, comme je l'ai dit, la diplomatie est un champ ouvert, c'est le champ du monde. C'est pour cela que cette diplomatie aussi a eu à s'inviter à se projeter dans les fenêtres du monde, le monde tel qu'il évolue, le monde dans ses différents paramètres. Voilà en gros donc, ce que je peux dire comme propos préliminaire, en essayant donc le plus synthétique possible. C'est pour cela que je me permettrai de vouloir me détacher du livre pour mieux le présenter, parce qu'en y collant, je risque de faire un exercice de lecture. Or, je ne suis pas assujetti à un exercice de lecture, mais je suis assujetti à un exercice de présentation. Voilà les axes majeurs. Pourquoi ces axes? Pourquoi avoir écrit sur cela? Et je crois que c'est toute la problématique, toute cette densité qui nous inspire. Le premier point fondamental, c'est que, comme on dit, chaque pays, chaque ensemble de pays, chaque regroupement de pays fait la politique de ses moyens, fait la politique internationale de ses intérêts. Et comme on dit, chaque pays, comme tout individu, a un profil. Quand on parle des États-Unis d'Amérique, le profil premier qui se dégage, c'est incontestablement sa puissance militaire. Et puissance militaire tirée par une puissance économique et financière. Quand on parle de l'Union européenne, parce que le monde est ainsi organisé de pôles de puissance. Et quand l'intérêt de l'Union européenne, l'Allemagne, bref, l'Union européenne, ce qui caractérise
a priori, l'Union européenne, c'est sa puissance économique et bien sûr financière. Quand on pense peut-être à d'autres types de pays, comme l'Arabie Saoudite, on pense à sa puissance énergétique. Quand on pense à la Russie, bon, il y avait eu l'URSS, c'était la puissance militaire, mais aussi cette puissance démographique. Quand on pense à la Chine, c'est une puissance démographique. Si ajouter maintenant cette locomotive économique qui sous-tend cette puissance démographique, tout comme l'Inde. Alors, le Sénégal n'a pas ses atouts économiques, n'a pas ses atouts militaires, n'a pas ses atouts financiers, n'a pas ses atouts énergétiques, et pourtant, ce petit Sénégal arrive quelque part à émerger. Quel est son secret? Et je crois qu'en revisitant l'histoire et en voyant essayer de calculer quels pouvaient être les germes, je crois que c'est à ce moment que très modestement on peut dire, entre guillemets, une puissance diplomatique. Parce que comment ce petit pays arrive et arrivé à pouvoir rayonner sur le plan international, à pouvoir se donner un nom que ne lui confère pas, comme je l'ai dit, une force économique, une force financière, une force militaire, une force démographique. Donc il y a cette dimension diplomatique. Mais la diplomatie tourne autour de l'humain. Je crois que la force de la diplomatie, c'est de travailler à partir des hommes, des ressources humaines. Parce que cette diplomatie, comme l'a dit Chemin, c'est l'art de dialoguer, de coopérer avec les autres. Et ça, je crois que c'est cette coopération qui passe par l'esprit. Donc la diplomatie nous situe, en tout cas si on devait faire une systématisation comme science, c'est une science humaine qui privilégie à travers le commerce des hommes la manière de faire et de coexister à travers la dimension humaine. L'humanisme sous-tend, je crois, est le véhicule qui conduit la diplomatie. De ce véhicule-là, donc, on peut dire, alors, le Sénégal a une puissance, entre guillemets, diplomatique, mais, comme on le dit, il faudrait, pour toute assertion, partir des faits. Quels sont les faits qui permettent de le dire ou bien de l'affirmer? Depuis l'indépendance de 1960 à maintenant, avec les deux séquences que j'ai décrites dans le livre, la séquence bouffière, la séquence senghorienne, la séquence bouffière, il y a une constante, un rayonnement. Et on a vu le Sénégal, dans les différentes instances internationales, avoir des hommes qui ont pu peser dans la marche du monde, avoir un rôle d'influence. Nous y viendrons. Mais avant de décrire les faits, je crois qu'il serait bon, et comme souvent le disait un auteur, une fois qu'on a fouillé le passé, on a déjà la réponse du présent. Et je crois que là, je vais très rapidement essayer de survoler le passé du Sénégal pour essayer d'illustrer ce rayonnement, les faits qui sous-tendent ce que j'ai dit. Historiquement, le Sénégal a eu, par rapport aux évolutions, à avoir une place de choix, historiquement parlant. Dans le dispositif de l'évolution du monde, dans l'évolution de l'Afrique, l'évolution historique, où les peuples ont toujours cohabité sous plusieurs formes d'empire, ou formes de regroupement d'États, ou formes de royaumes. Cette zone qui historiquement est la zone du Sénégal se découvre
a été un lieu de brassage, un lieu de regroupement où on a assisté à plusieurs phénomènes de rayonnement. Et quand je dis le Sénégal, je le place dans un contexte historique. Et là, nous avons le Mali, le Soudan, nous avons toute cette zone de la boucle du Niger, où, je parle sous votre contrôle, nous avons été dans le Mandé, tous ceux qui ont pu hériter de l'empire du Ghana, qui sont venus du Tekrou, qui ont évolué ensuite avec l'empire tout couleur de Ousmane Dan Fodio, de El Hadj Omar Foutiyou Tall. Bref, cette évolution historique a montré que le Sénégal a été dans un dispositif historique qui lui a placé, qui lui a donné un certain rayonnement. Et même, je dirais, même avant ce rayonnement interne, il y a aussi cette coexistence avec l'extérieur, parce que là, comme on dit, la politique extérieure, c'est la diplomatie. Ces royaumes qui ont eu des socles, des rayonnements à partir de sel, à partir de l'or, ont pu avoir une certaine puissance qui leur permet de jouer et d'influer sur la marche du monde. Dans ces zones, je plonge dans l'histoire. Non seulement donc à titre interne, il y a ce foisonnement, cette puissance qui permet de rayonner, mais dans les relations avec les autres sphères, le monde arabo-berbère, avec les Almoravides, il y a eu ces échanges qui ont fait que, en traversant le Sahara pour venir dans les zones de Tombouctou, Gao, toutes dans notre zone, nous nous retrouvons dans un foyer d'effervescence historique qui donne des bases et des référentiels. Ça, c'est ce, disons, le Sénégal dans ses référentiels historiques. Et comme on dit, le poids du passé est toujours présent dans le présent, si vous permettez de répéter. Il y a cette influence historique, mais il y a aussi cet environnement géographique. Le chancelier Bismarck a toujours eu cette phrase dans les relations entre l'Allemagne et la France, qui dit « La seule constante de l'histoire, c'est la géographie. » À partir de la géographie, vous pouvez expliquer, ou bien de la géographie, dérive tous les problèmes, dérive toutes les connexions, et la géographie est un phénomène explicatif des relations entre les États. La géographie explique les relations. Je ne vais pas essayer de déborder les relations que la France a jouées avec l'Allemagne. La géographie explique la position de la Belgique. Pourquoi la Belgique a été choisie comme Bruxelles, centre de l'Europe? C'est sa géographie centrale. Le Benelux qui a joué un rôle moteur pour la Constitution européenne. Bref, le Sénégal, par sa géographie, situé en Afrique de l'Ouest, se situant donc en Afrique de l'Ouest, dans la lisière entre le monde arabo-berbère et le monde négro-africain, c'est un point de passage. Le Sénégal, adossé à la mer, donc en équidistance entre le monde arabe, entre l'Europe et aussi en équidistance par rapport à l'Amérique, cela lui donne une position idéale, donc un lieu de brassage, je l'ai dit, mais surtout un lieu de confluence. Et cette position géographique idéale lui donne donc une position privilégiée d'échange avec l'autre. La diplomatie, c'est échanger avec l'autre. Si vous avez une position géographique privilégiée, cela va influer sur votre diplomatie. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut tenir en compte parmi les facteurs qui déterminent la diplomatie d'un pays, en particulier la diplomatie. Il y a l'histoire, il y a la géographie, il y a aussi la culture. Quand vous évoluez dans l'esprit de brassage,
dans un cadre d'ouverture, cela crée un certain métissage culturel, une certaine interaction, une certaine connectivité culturelle. Et la diplomatie, donc, qui est là de fructifier des relations entre les hommes, ce foisonnement culturel donne ce qu'on appelle cette richesse. On puise la richesse, la diversité est source de richesse. Et la culture qui vous met dans une position de brassage, on s'enrichit par rapport à l'autre, on s'enrichit avec l'autre. Et cette richesse culturelle vous donne aussi un moyen de peser sur la marche des autres. Beaucoup de pays ont rayonné par leur culture, et j'y reviendrai, je crois que le président Senghor l'a compris. Et cela a été un des fondements de sa politique extérieure. Il y a l'histoire, il y a la géographie, il y a la culture, mais bien sûr, il y a aussi les réalités économiques et les réalités financières. Mais quand j'ai aussi parlé de cette dimension culturelle et de la position géographique, il faut tenir compte du fait que selon la configuration géographique, que vous soyez étroit ou élargi, cela pèse sur la manière dont vous conduisez votre politique extérieure. L'histoire a montré, ou par nécessité, deux types de diplomatie possibles. Il peut y avoir cette diplomatie musclée, que j'appelle la diplomatie militaire, de mener toute politique nationale pour étendre ses bases géographiques. L'histoire l'a montré. Le Japon, pendant la Deuxième Guerre mondiale, petit État, a dit « Nous ne pouvons pas nous confiner dans nos limites, il nous faudra nous déployer pour avoir un espace vital. » Toute la problématique auquel, et c'est pour ça que je dis que quand je fais de l'analyse de la diplomatie sénégalaise, je veux mélanger aussi à d'autres sphères, notamment aux sphères africaines, les contradictions que nous avons actuellement dans la région des Grands Lacs, en Afrique centrale, il y a cette difficulté de gérer un espace élargi, par exemple un pays aussi large, la République démocratique du Congo, face peut-être à des petits États comme le Rwanda ou le Burundi, qui à un moment donné ont dit, mais nous aussi, nous avons besoin d'élargir nos espaces pour défendre nos intérêts. Bref, il y a en tout cas ce réflexe, cette nécessité qui peut pousser un État à développer un dispositif, un dynamisme de puissance pour combler ou compléter ses limites physiques. Mais il peut y avoir, et c'est le cas souvent, il peut y avoir un autre phénomène qui s'y greffe pour les États. C'est-à-dire nous sommes un petit État, nous avons un espace limité. Et souvent, les pays qui ont un espace limité se complètent par une forte politique d'immigration. Et dans le livre, j'ai essayé de montrer que, effectivement, les Sénégalais sont de grands voyageurs. La politique et le dispositif migratoire s'expliquent en partie, je vais dire en partie, par l'étroitesse du territoire, mais aussi s'explique par la position géographique qui permet des ouvertures et des redéploiements. Voilà donc pour dire l'influence que la géographie peut avoir dans cette marche diplomatique et comment on peut l'intérioriser. En quelque sorte, donc, en revisitant ces bases et ces fondements, je veux simplement dire que ce sont là les facteurs explicatifs, des facteurs objectifs, des facteurs qui influent sur la marche diplomatique d'un pays ou d'un groupe de pays. À cela aussi s'ajoute, toujours par rapport à ces facteurs, je parlais de la dimension culturelle, le fait d'être dans cette position géographique, de partager ce
que j'ai appelé cette lisière entre le monde arabo-berbère et le monde négro-africain va peser sur le dispositif culturel. Parce que si vous analysez le socle sociologique qui cimente le Sénégal, vous verrez l'influence, bien sûr, de ce que j'ai appelé historiquement nos bases sociologiques, le Tekrou, le Mandé, mais vous retrouverez aussi cette influence du monde arabe, du monde islamique, par rapport donc, à l'influence que vont peser les Mauritaniens, ou bien même les Almoravides, qui sont venus jusque dans les berges de Saint-Louis et qui ont créé ce phénomène de brassage qui fait que le Sénégal, dans son évolution, a et expliquera plus tard les rapports privilégiés que le Sénégal a toujours entretenu avec le monde arabo-berbère. Et le Sénégal était considéré déjà comme un pays d'équilibre entre ces deux mondes. Ça, ce sont les facteurs très brièvement. Mais pour faire une diplomatie, il y a les facteurs, mais il y a les acteurs. Et toujours, je reviendrai parmi les facteurs géographie et histoire, l'histoire coloniale du Sénégal, parce que la colonisation, avec la position que les Français ont eue, et avant les Français même, les Espagnols et les Portugais, ou le Sénégal depuis 1492, au moment donc, où on parlait de la découverte de l'Amérique, depuis cette période, avec les Hollandais, les Portugais, plus tard les Français, le Sénégal a été un foyer de passage ou un foyer vivant qui a toujours pu créer une confluence entre l'Europe et l'Afrique. Et le Sénégal a été un point stratégique à travers Gorée, à travers Dakar, à travers Saint-Louis, et l'installation de cette confluence a permis, qui a évolué. Dakar a été aussi la capitale de l'AOF, l'Afrique occidentale française, le Sénégal donc, avant même la colonisation, l'esclavage, comme j'ai dit, ce commerce triangulaire et ce passage, tout cela a fait que le Sénégal a incarné, positivement ou négativement en tout cas, c'est un des faits qu'il faut objectiver. Ça a été un fait historique qui lui a conféré une certaine position dans l'histoire. Et le fait d'avoir été capitale de l'AOF, ça lui donne aussi une position par rapport à sa vision diplomatique et par rapport à la réalité diplomatique que le Sénégal aura à vivre. Ce sont là les facteurs, et il y en a plusieurs, qui vont peser sur sa démarche, sur son dispositif organisationnel, sur sa vision. Ce sont là les facteurs. Mais comme on le dit en diplomatie, pour illustrer toute situation, il faut des facteurs qui influent, mais il faut des acteurs qui animent. Et c'est de cette animation-là où j'ai parlé comme chef d'orchestre pour cette deuxième phase de président Senghor et ensuite comme autre chef d'orchestre dans cette deuxième phase du livre Le président Diouf. Ce sont des acteurs, mais un acteur isolé ne peut pas incarner toute une diplomatie. Ils sont appuyés sur des hommes, ils se sont appuyés sur des équipes, mais ils sont appuyés aussi sur un dispositif organisationnel, sur la méthode et l'organisation, comme aimait le dire le président Senghor. Et là, je ne vais pas trop vous retenir, c'est toute une philosophie, c'est toute une doctrine, c'est toute une organisation qui a permis d'asseoir les bases d'une organisation diplomatique. Parce qu'on dit, que ce soit la diplomatie ou toute autre entreprise, il faudrait s'organiser, il faut avoir des instruments, il faut avoir des leviers, il faut avoir des structures et bien sûr des hommes pour les animer. Et quand je parle des hommes pour les animer, en fouillant l'histoire, le fait d'avoir été la capitale de l'AOF, où les grandes écoles y étaient concentrées, où la formation de William Ponty, l'école de médecine, bref, Dakar, le Sénégal a, par l'histoire, par la colonisation, par ce brassage avec le monde arabe, un foyer de foisonnement culturel et de densité culturelle qui a fait son rayonnement et qui a donc permis d'avoir des hommes formés, d'avoir des hommes qui ont pu incarner une vision. Et je dis, pour illustrer mon propos,
le président Senghor, le président Diouf, mais ça plonge avant. Il y a eu Blaise Diagne qui a siégé, qui a eu les cahiers de doléances au Parlement français. C'était donc un député, Blaise Diagne. Il y a eu d'autres hommes, Galadou Diouf. Tout ça, c'est donc tout un dispositif qui a fait que, par héritage, on a eu au moins un socle sur lequel s'appuyer pour que ces hommes puissent vivifier cet héritage, vivifier ces potentiels qui étaient là et qui ont pu être valorisés. Alors, pour ce qui est du président Senghor, globalement, ce qui a caractérisé l'homme, comme on dit, c'est un acteur qui a défini les premières bases de cette diplomatie sénégalaise. L'homme ne fait que ce qu'il est. Et l'essence même du président Senghor, sa diplomatie, tournait autour de la culture. L'homme est au début à la fin. C'était sa doctrine. Et c'est à partir de ce socle culturel, que tout doit tourner autour de l'homme, qu'il a pu construire une doctrine diplomatique. Une doctrine diplomatique qui se résume en 3 mots. Il faudrait que le dialogue des cultures soit le ferment des relations entre les États. 2. Il faudrait s'enraciner ou s'ouvrir, s'enraciner autour de ses valeurs propres, de son identité, mais en s'ouvrant aux autres. Ça aussi, c'est le sens de la diplomatie. Enracinement et ouverture. 3. Il faudrait, comme s'il le disait souvent, et c'était dans sa doctrine, que tout le monde soit convoqué à la civilisation de l'universel. D'ailleurs, on disait, mais le président Senghor est en train de rêver. Là, il a dit le banquet de l'universel, c'est qu'il faudrait qu'on puisse nous enrichir mutuellement, l'un avec l'autre, l'un en partant avec l'autre, et de ces apports fécondants de toutes ces civilisations qu'on pourra avoir un monde harmonieux. Et c'est autour de ça, de ces 3 repères, qu'il a eu à véhiculer son message de paix, de dialogue, de ce qu'il a appelé la civilisation de l'universel. C'est la globalisation que nous vivons aussi, c'est le village planétaire. En un mot, en tout cas, voilà les bases de sa doctrine. Et de cette doctrine, quand même, il a pu, en tout cas, peser, comme vous le verrez dans le livre, dans la marche du monde. Bien sûr, en commençant par ce qu'il appelle les cercles concentriques de voisinage. Ça fait partie de ces actions qu'il a menées. De la construction d'ensemble, de sous-ensemble, avec l'OMS, l'OMVG, la CEDEAO d'alors, la CEDEAO. Il a en tout cas impulsé cette politique d'ouverture en commençant par le voisinage, en l'élargissant à la sphère africaine et aussi en développant une politique dense avec le monde arabe. Les relations privilégiées que le Sénégal a toujours eues avec le Maroc, avec l'Arabie Saoudite, avec le Koweït, bref, cela participe de ce socle historique, mais ça participe aussi de la vision senghorienne de développer par cercle concentrique cette vision universaliste du monde et de sa diplomatie. Je résume, pour que je ne lis pas, je résume. En tout cas, ça a été sa doctrine et son dispositif. Le président Diouf s'est inscrit dans cette ligne de continuité parce que c'est quelque part l'héritier de Senghor, mais en essayant de mettre en place un dispositif plus pragmatique. Souvent, j'essaie de voir parce que c'est difficile de faire la part des choses, mais pour essayer de systématiser, je disais, Senghor peut être considéré comme l'artiste et le président Diouf le bon artisan. Mais toujours est-il que l'artiste et le bon artisan peuvent se retrouver dans les deux, parce que ce qui les caractérise, c'est d'avoir cette finesse, cette approche, cet esprit de dialogue, cet esprit d'équilibre, cet esprit de bon voisinage, d'intervenance des peuples qui ont servi de conception à la leur politique extérieure
et qui ont été mises en œuvre pour constituer une diplomatie efficace. Et donc, quand je dis efficace, on le trouve beaucoup plus dans la vision douffienne. L'efficacité. L'efficacité dans les approches diplomatiques, l'efficacité dans la consolidation des espaces, la création de l'UEMOA. Par exemple, le président Diouf, qui a, après la dévaluation, joué un rôle moteur, s'est dit que nous venons de la dévaluation, nous avons une banque centrale, la BCEAO, avec une monnaie unique, le CFA, mais il nous faudrait un espace économique qui vienne accompagner les dispositifs financiers en s'inspirant de ce qui se passe à l'Union européenne. Donc ça a été, donc là où Senghor a rêvé du monde planétaire, a rêvé de l'humanisme, Diouf s'est inscrit dans cette même logique, mais en y mettant une dose beaucoup plus pragmatique de réalisation, telle que la constitution de l'UEMOA. Ça ne veut pas dire que Senghor n'avait pas cette vision économique du monde. Au contraire, le premier chef d'État africain qui a théorisé le nouvel ordre économique mondial, c'est Léopold Sédar Senghor. En parlant aussi de la détérioration des termes de l'échange et en pesant de tout son poids pour les accords de Yaoundé et pour les accords de Lomé avec les Igara Pisani. Là, Senghor a joué son rôle, mais c'était dans une vision beaucoup plus large. Ici, c'était dans une vision beaucoup plus, comment dire, terre à terre. Mais bref, c'est toujours dans une logique de continuité. Bref, donc, le président Diouf s'est inscrit dans cette logique de mettre en harmonie la diplomatie avec des résultats en mettant cette dose pragmatique. Ça, c'est le côté pragmatique. Mais il y a aussi ce côté de construction de l'unité africaine, de lutte pour les valeurs, de démocratie, de droits de l'homme. Et à ce niveau, le président Diouf a joué un rôle important dans le dispositif de démantèlement de l'apartheid, dans les moments de Brest, aller visiter les pays de la ligne de front, survoler un espace, l'Afrique du Sud. C'est un combat qu'il a mené pour le président Mandela, en organisant les premières rencontres entre blancs et noirs à Gorée pour essayer d'asseoir les bases d'une constitution future de cohabitation. Ça, c'est une politique tournée vers les valeurs, la lutte contre l'apartheid. Cette même politique de valeurs, mais assise sur les bases de l'histoire, ont permis que le Sénégal prenne en charge le dossier des Palestiniens. Le Sénégal a toujours présidé le comité inaliénable du peuple palestinien jusqu'à présent. Mais là aussi, c'est un héritage. Et la politique d'avoir reconnu le peuple palestinien, le bureau palestinien, lui donner un statut d'État, cela a été une position forte que le président Arafat a toujours reconnu et a pu magnifier jusqu'à sa mort. Et au moment où je parle, le fait que l'un des ambassadeurs palestiniens qui ont le plus duré au Sénégal, il a fait au moins 35 ans, à son décès, il est enterré au Sénégal. Ça montre en quoi vraiment cette diplomatie active est allée au-delà même de cette dimension purement objective pour embrasser les valeurs et introduire cet élément de jouer un rôle moteur dans la marche du monde. Voilà, de manière très résumée, à travers deux exemples qui se succèdent, les repères qui peuvent nous... Comme je dis, ces repères, donc ce sont des repères que je voulais formuler, à travers donc, les facteurs qui peuvent influer, à travers des acteurs qui peuvent les animer. Et maintenant, au sortir de cela, nous avons essayé, dans la dernière phrase et dans la conclusion, de nous dire qu'ils ont fait leur œuvre et qu'une œuvre ne se valorise qu'en tenant compte de l'évolution du monde. Le monde est en train d'évoluer, de nouveaux paramètres sont entrés en jeu, de nouvelles configurations se sont dessinées et je crois qu'il nous appartient maintenant de faire une lecture en tenant compte de ces nouveaux facteurs et aussi en préservant les acquis. Voilà de manière très avancée le résumé que je voulais vous faire en vous laissant le soin de découvrir maintenant les éléments faillants
et les points qui peuvent servir d'éclairage. Et je suis à votre disposition pour les questions que je pourrais bien vous... Pour les questions que vous allez poser. Je vous remercie. Merci, Excellence. Pour ceux qui ont lu le livre, je pense qu'ils ont retrouvé les différents éléments qui figurent. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je pense qu'il a vraiment donné un résumé succinct, mais très condensé, mais qui est très riche aussi, en ce qui concerne les éléments principaux contenus dans le livre. Moi, je ne vais pas tout reprendre de ce qu'il vient de dire, seulement je peux faire une petite synthèse si on me le permet. Je pense qu'il a montré quand même les atouts importants sur lesquels les acteurs importants ont pu se baser pour mener une diplomatie efficace, une diplomatie qui rayonne dans le monde, une diplomatie qui peut s'enorgueillir d'avoir des résultats concrets, parce qu'il a parlé des faits et c'est effectivement vrai. Pour la petite histoire, par exemple, je vous dirais que dans le numéro qui vient de sortir de Jeune Afrique, le numéro de 2781-2782, parce que ça c'était à l'issue de semaine, eh bien, si on parle de 50 personnalités les plus influentes africaines. Et bien sûr, les 50 personnalités les plus influentes, il y a 5 Sénégalais. Et j'ai été compter, c'est le seul pays d'Afrique noire qui a 5 personnalités influentes dans le monde. Le Nigeria a 4. La Tanzanie, personne, le Ghana 3, je pense, etc., le Cameroun 3, mais le Sénégal en a 5. Donc ça veut dire que ce qu'il dit, ce n'est pas la théorie, c'est une réalité. Et tout le monde se souvient bien évidemment que, pour vous donner une idée, par exemple, le vice-président de la Banque mondiale, c'est un Sénégal. Voilà, je pense qu'en faisant la synthèse, je dirais que tout simplement, un ensemble d'atouts historiques, géographiques, culturels, ont permis à des hommes déterminés de bâtir, si vous voulez, une diplomatie efficace par son rayonnement et qui a atteint, on pourrait dire, des résultats concrets. C'est ce que je voudrais maintenant céder la parole ici donc, à nous tous. Celui qui voudra prendre la parole n'aura qu'à lever la main. Et alors, je demande toujours d'être bref. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je pense que M. l'ambassadeur m'a dit qu'il est malheureusement invité à une autre... Enfin, malheureusement, disons, malheureusement invité à une autre activité. Et voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance déjà comme ça? Oui, Victor? Merci pour la parole. Je m'appelle Victor, je suis de l'ASBL ZECAF. Ma question n'est pas tellement question à chercher des réponses, mais à essayer d'apaiser mes soucis. J'ai retenu 2 mots dans ce que vous avez dit. Mot puissance et école. Le Sénégal, en vous écoutant, est pour moi une école de la politique, une école de la diplomatie, une école, je peux dire, du nationalisme aussi. Et cela, quand je vous ai écouté, j'ai relevé que le Sénégal constitue une puissance. Parce que vous avez dit, parce qu'il n'a pas d'économie, tout ça, mais j'ai trouvé que le Sénégal constitue une puissance. Une puissance qui n'est pas matérielle, une puissance du rayonnement, de vie. De par sa composition, de la manière dont il s'est composé, vous avez fait un peu d'esquisse historique, jusqu'à aujourd'hui. Ma question, Sénégal en tant qu'école, Sénégal en tant que puissance du rayonnement, quel profit peut tirer l'Afrique de cela? Merci. Merci. Vous répondez directement ou on fait le tour des questions comme ça? On fait le tour des questions? Ok. Oui? Ou peut-être vous pouvez parler, on va voir, je pense que vous avez une bonne voix, hein, monsieur. Oui. Oui, ok. Donc, je m'appelle José Barbosa. Ici, en tant que membre de l'association des Sénégalais de la commune de Charleroi. Et tout d'abord,
j'aimerais remercier Son Excellence pour son exposé de très haute facture et lui dire notre grande fierté d'avoir un homme comme lui pour représenter le peuple sénégalais ici à Bruxelles. Donc, en tant que Sénégalais, tout ce que j'ai, ou bien tout ce que mon esprit a bien vouloir retenir de son exposé, est le fait que Senghor et Diouf ont eu une diplomatie principalement basée sur l'histoire et la culture sénégalaise. Ceci du fait qu'économiquement, nous n'avons pas autant de ressources qui puissent nous permettre d'avoir une diplomatie économique. Mais l'évolution de l'histoire montre que les ressources en soi ne suffisent pas à asseoir une puissance économique ou une diplomatie économique. Maintenant, le monde a évolué. Nous avons aussi des pays qui sont des puissances économiques à travers la finance. Ne pensez-vous pas que ces deux hommes ont raté ce train de la finance internationale? Merci. Peut-être une troisième question avant d'accorder la parole à l'ambassadeur Koumsa. Je veux dire, vous pouvez le micro ou vous... Je vais faire un petit effort. Ok, merci. Jeanne-Pierre Rocher du Centre universitaire de Charleroi. J'aurais une question peut-être qui va dans le même sens que l'intervention de Papa Victor, par rapport à la cohésion sociale. Je pense que ce rayonnement à l'international qui a été validé par effectivement des présences et encore aujourd'hui de vos plus hautes instances dans des grandes organisations, il est, à mon avis, le reflet d'une cohésion sociale interne. Je pense que le Sénégal est un bel exemple de cohabitation de plusieurs communautés, venant, comme vous l'avez rappelé, de plusieurs environnements. Mais aujourd'hui, cette cohabitation-là et cette cohésion sociale, effectivement, qui pourrait être un bel exemple pour d'autres pays, quel est son secret? Sur quoi repose-t-elle en interne comme à l'extérieur? Au niveau des diasporas, visiblement, je pense que c'est assez consensuel aussi. Merci, Geneviève. Merci pour vos questions. Et quelque part, même vos questions se retrouvent, ou bien même les interrogations et contributions. Pour ce qui est de Victor, j'ai parlé de puissance, il a parlé d'école. Vous avez pu sentir quand j'ai parlé de puissance, j'ai mis entre guillemets. C'est hésitant parce que souvent le terme peut être chargé négativement. Donc j'ai vu les guillemets pour en parler, essayer de positiver la terminologie puissance. Mais en fait, je l'ai emprunté à ce lexique diplomatique de caractérisation des États. Et de cette caractérisation, j'ai donc parlé de ce petit Sénégal et j'ai parlé de puissance. Mais pour dire vrai, cette école est un élément de puissance. Et je crois que cette école qui justifie en soi cette puissance. Et vous l'avez si bien dit, c'est l'école de la diplomatie, c'est l'école de l'ouverture, c'est l'école du dialogue, c'est l'école de la cette coexistence sociale, de ces harmonies, de tout ce qui peut influer par l'éducation, par la formation, par ce brassage à donner un socle, à donner une impulsion dans les actions diplomatiques. Et votre question est importante. En quoi cette école, cette puissance entre guillemets, peut constituer un apport par rapport à l'Afrique? J'ai eu à l'expliciter dans le livre, dans différentes phases. Je crois que toute cette politique ne s'est pas uniquement focalisée sur le Sénégal en vase clos. Au contraire, c'est une politique, comme l'a dit, et la Constitution sénégalaise dit bien que le Sénégal, ça fait partie de la Constitution, doit œuvrer pour l'unité africaine. Et dans cette démarche, que ce soit le président Senghor, le président Diouf, et de manière globale, cette politique est toujours allée dans le sens de
la consolidation d'abord sur le plan bilatéral, les relations avec les États voisins, la constitution de ce que j'ai appelé sur le plan économique, les ensembles, sous-ensembles, CEAO, ensuite UEMOA, CEDEAO, cette participation active à ce niveau, ce travail intense au sein de l'OIA, où le Sénégal a essayé de jouer un rôle moteur dans ces différentes actions. Donc l'Afrique, en tout cas à ce niveau-là, la diplomatie sénégalaise est une diplomatie qui, dans ce qu'on appelle les priorités, l'Afrique était le premier cercle. C'est qu'on dit parler des cercles concentrés. Nous faisons dans la diplomatie en nous élargissant, en commençant par la base et en nous élargissant. Et c'est ce noyau-là, les sous-ensembles, l'ensemble de l'Afrique, ça a été un élément déterminant, en tout cas un dispositif qui a toujours animé le Sénégal dans sa politique diplomatique. Et dans le même esprit, la diplomatie c'est un tout. Je crois que le Sénégal, à travers cette diplomatie, à travers ce que j'ai appelé les valeurs, le droit de l'homme, de démocratie, a joué, je crois, positivement au service d'abord de l'Afrique, dans le cercle le plus étroit, et de l'Afrique élargie. Si vous voyez l'évolution démocratique, à un moment donné, je me rappelle pour ce qui est des dernières élections qui ont eu lieu au Sénégal en 2012. Le Sénégal, non seulement il y a référence, mais le Sénégal c'est le bouclier de la démocratie. Si le Sénégal bascule, ça peut basculer vers le chaos. Et nous avions, vous voyez, les élections en Côte d'Ivoire sont mal tournées, ça fait un drame. Mais si le Sénégal bascule, c'est ce que le Sénégal est le porte-étendard, ce n'est pas une bonne chose. Et Dieu merci, il y a eu, après l'an 2012, cette transition, et je crois que cela, sur le plan même de la pédagogie et point de vue référence, est un bon élément d'entraînement vers le haut en Afrique. Donc ça, je crois que c'est un élément important en Afrique par rapport à la diplomatie, bien sûr, son dispositif démocratique. Ça, en tout cas, c'est en termes d'apport, je crois qu'on peut saluer ce rôle référentiel. Barbosa, comme vous l'avez dit, mon frère, merci pour vraiment votre témoignage. Nous sommes là, nous aussi, nous vous remercions de votre présence, de votre participation, de toutes nos sœurs, de nos frères, de toute la communauté de l'Afrique et de nos frères. Merci en tout cas de votre présence. Comme vous l'avez dit, bon, effectivement, les présidents, j'ai dit Senghor et Diouf ont pu partir d'une vision à travers la culture, diplomatie, de rayonnement, de ressources humaines, mais, comme je l'ai dit, ça n'avait pas exclu cette vision économique et financière. Et j'ai bien dit que en Afrique, le premier chef d'État africain a théorisé la détérioration des termes de l'échange pour un nouvel dialogue, le dialogue nord-sud, pour un monde plus juste sur le plan, pour la revalorisation des matières premières, le président Senghor l'a théorisé. Ça a été son combat et cette vision économique était très présente dans sa démarche. Et ça a été accentué encore par le président Diouf qui, dans cette vision pragmatique, a mené, en tout cas quand il a présidé 2 fois l'Organisation de l'Unité africaine, l'OEA, c'est lui qui a lancé le mouvement pour le programme prioritaire de l'Afrique qui a été adopté en 1986 par les Nations Unies, un programme de développement économique où il disait qu'il nous faut un véritable plan Marshall pour développer l'Afrique. C'était ça le socle de ce programme. Et il a aussi mené une lutte sur le plan économique contre la dette. La dette qui constitue un fléau pour l'Afrique. Il a porté ce combat lors des différents sommets, que ce soit de l'OIA, l'Assemblée générale des Nations Unies, les réunions de l'OCI qu'il a eu à présider. Il a mené un combat pour le dialogue arabo-africain à travers aussi le soutien économique. Et dans le même esprit, il a été l'un des artisans de la création du G15.
il y avait 5 pays africains, 5 pays asiatiques, 5 pays d'Amérique latine qui ont dit qu'il faudrait que nous créions des espaces transversaux de coopération économique et financière, le G15, et c'est ce G15 qui, à la suite de l'inspiration, après avoir échangé à l'époque, après le sommet de Cancun, qui a pu permettre pour la première fois qu'un pays africain soit invité au sommet du G8, c'est le président Diouf, pour dire que la vision économique était assez présente dans sa politique et dans sa vision diplomatique. Bon, mais comme on dit, à chaque environnement, à chaque époque, c'est réalité. Si je devais anticiper pour, par exemple, écrire un livre sur, par exemple, ou bien président Sall, actuellement, sa politique diplomatique, bon, comme j'ai parlé, c'est quoi donc tracer la ligne de la ligne économique en parlant de la détérioration des termes de l'échange. Le président a mené une diplomatie économique à travers ce que je viens de décrire. Avec ce que nous assistons, l'émergence de nouveaux États, de nouveaux pôles, le monde économique multipolaire. Par exemple, j'anticipe, si je vais écrire un livre sur une phase du président Sall, c'est l'émergence économique qui constitue le socle de sa diplomatie, la diplomatie économique. Le plan Sénégal émergent, c'est ça, c'est la finance, l'économie, pour dire qu'à chaque étape d'une nation, d'un État, les hommes qui l'incarnent tiennent en compte les réalités du monde et les enjeux actuels pour pouvoir impulser une politique dans ce sens. Donc je crois que là, c'est une tradition de continuité où chacun apporte sa dose en élargissant et en approfondissant. Je vous remercie. Maintenant, pour ce qui est de la cohésion nationale, effectivement, quand je parle de la culture au sens large, cette culture faite de brassage, d'ouverture, et quand je dis brassage, c'est des peuples, le socle social, les ethnies, les religions. Le Sénégal, donc, je dis que ça, quand je parle de la culture, de ce brassage, de cette communion, c'est tout ça que j'ai mis, c'est la culture avec grand C, comme disait le président Senghor. Et dans cette culture, nous avons comme cuvée cette cohésion sociale, qui effectivement est un élément qui permet d'asseoir d'abord la stabilité, d'asseoir l'harmonie et d'avoir cette commune volonté de vivre ensemble qui constitue le creuset d'une nation. Et, comme on le dit très souvent, on ne peut pas séparer les affaires du dedans avec les affaires du dehors. Ce que vous avez dans comme je dis, il n'y a pas de frontière étanche entre la situation intérieure et votre projection extérieure. Il y a une continuité, une ligne de continuité, il n'y a pas de fracture. Et cette cohésion sociale aussi est un élément de puissance, est une école qui nous valorise sur le plan international et qui constitue aussi des bases référentielles pour notre rayonnement. Je vous remercie. Voilà, on continue. Oui, Jean-Marc. Je m'appelle Jean-Marie Abouxou, je représente ici Madame Salvi, l'échevine notamment de l'action sociale dans la ville de Charleroi et pour l'égalité des chances. Je vous remercie pour la qualité de votre exposé, excellent, parce que c'est vrai que pour nous, qui sommes ici déjà depuis fort longtemps, nous avions appris par le passé le grand travail qu'avait fait le président Léopold Sédar Senghor et par la suite ses prédécesseurs. Et c'est vrai qu'au niveau diplomatique, nous savons déjà, nous sommes avertis, nous sommes autorisés pour dire qu'effectivement le Sénégal est une référence en Afrique en termes d'échanges, de contacts et je pourrais même dire de communication, puisque c'est une affaire aussi de communication. Mais c'est vrai, juste, je voudrais venir savoir, puisque vous êtes une référence quand même, savoir un peu quelle est votre politique au sujet. Vous avez dit tout à l'heure que de par la conformation du pays qui est un pays étroit, vous avez une forte émigration. Hein. Cette émigration dure déjà depuis quelques années. Quelle est la politique mise en place pour faire en fait de cette diaspora
un élément de votre diplomatie. Quels sont les éléments pas informels du type, certaines visites à certaines compagnies américaines chaque fin de mois, mais disons des éléments vraiment formels avec représentativité de la diaspora, que ce sont concernés dans le défi de développement qui sous-tend toutes les actions du gouvernement. Voilà. Merci. Ralph? Oui, moi, ma question va un peu dans le même sens que M. Sobo, je crois. Et donc, en fait, moi, c'est plus axé sur la jeunesse migrante africaine. Et donc, je me demande quels sont, selon monsieur l'ambassadeur, quels sont les principaux défis de la jeunesse migrante africaine dans cette société occidentale où les relations interpersonnelles où le lien humain est moins fort que ce que nous avons connu en Afrique quand on est venu. Et le deuxième volet, si je peux me permettre, c'est en quoi cette diplomatie, dont on a parlé tout au long de l'événement, en quoi cette diplomatie peut apporter des réponses concrètes aux problèmes réels que rencontrent particulièrement les étudiants africains en Belgique. Michel, merci. On va encore prendre 3 questions. Alors là, ça va être Oui. Voilà, Excellence. Moi, j'aime répondre sur la question qu'a posée Madame tout à l'heure sur la cohésion nationale. J'aimerais que vous expliquiez quelle est la situation de la Casamance actuellement. Et puis, ensuite, j'aimerais que vous puissiez me dire quel a été le rôle du président Senghor dans le torpillage de la Fédération du Mali. Parce qu'on sait qu'après l'indépendance, l'ancien Soudan et le Sénégal avaient formé la Fédération du Mali et que ça n'a pas duré longtemps. Il y a eu un coup d'état militaire qui a renversé les institutions de la Fédération. Quel a été le rôle du Mali? Oui, madame. Merci. Bon, Ancien Sac, je viens de Bruxelles et nous sommes venus porter notre soutien à notre ambassadeur au nom de Rivière Aizon. Et remercier aussi les organisateurs de cet événement. Il y a un grand écrivain qui disait que le livre est un morceau de silence entre celui qui le lit, celui qui l'écrit le fait en silence, celui qui le lit le fait en silence. Donc c'est un morceau de silence. Et merci d'avoir rompu ce morceau de silence. Je voulais poser une question à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, parce que j'ai lu le livre et d'après son parcours, il a rencontré beaucoup de grands hommes, Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, l'ancien ministre de la Culture, Mendes, comme on l'appelait. Je voulais savoir si la culture de la diplomatie ne reposait pas un tout petit peu sur la politique culturelle que le président Léopold Sédar Senghor prônait. Parce que quand il parlait de l'époque du brassage des cultures, du donner et du recevoir, du banquet de l'universel, ce sont des mots nouveaux aujourd'hui qui émergent et aujourd'hui on parle beaucoup du vivre ensemble. Je voulais savoir, est-ce que la politique diplomatique sénégalaise repose plutôt sur cette notion d'universalité que prônait le président Senghor, ou bien c'est quelque chose des valeurs fondamentales de la société sénégalaise? Merci. Merci. Voilà. Merci. Par rapport vous avez posé effectivement le phénomène migratoire avec l'apport que la diaspora peut avoir et qu'est-ce qui a été fait par cette diplomatie pour prendre en charge cette diaspora. Je dis que le Sénégal est un pays d'immigration, pays de migrants. Dans les deux sens, autant les Sénégalais voyagent beaucoup, s'implantent, autant le Sénégal aussi reçoit beaucoup. Et de manière harmonieuse, cette cohésion sociale est aussi renforcée
par une politique d'ouverture vis-à-vis des autres nationalités qui sont au Sénégal. Depuis l'indépendance, il y a eu cette politique. Le président Senghor avait créé une direction de la promotion des Sénégalais de l'extérieur, mais qui gérait beaucoup plus les aspects administratifs, en ce sens que certes, beaucoup de nos immigrés qui étaient installés, certains à Libreville, au Gabon, qui a été un centre aussi qui recueille beaucoup de Sénégalais, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, avaient besoin, au point de vue sécurité sociale, d'avoir une certaine politique. Et cette direction devait se pencher sur cette formule de protection en ayant des accords croisés avec ces différents gouvernements pour permettre à ces ressortissants d'avoir une certaine politique de sécurité sociale. Mais ça n'a pas eu cette ampleur. Le président Diouf, en ce qui le concerne, avait créé pour la première fois le ministère des Sénégalais de l'extérieur, occupé à son temps par Mme Matassi Diallo, essentiellement pour essayer de prendre en charge ces immigrés, ceux qui sont de la diaspora, dans tous les sens du terme, à voir comment, en termes de projet, en termes d'accompagnement, on pouvait les soutenir, on pouvait valoriser le potentiel. Ça, ce sont des actions qui ont été menées sur le plan structurel, initiées, mais de manière constante. Les missions des diplomates, de nos ambassades, on dit les missions diplomatiques et consulaires, nous avons aussi cette mission. Pour toutes nos missions, nous avons été instruits pour développer une politique consulaire, bien sûr de protection et de valorisation de nos ressortissants qui sont à l'étranger. Et je crois que parmi les pays africains, le Sénégal fait partie des pays qui ont le plus de consulats généraux et de consuls dans le monde, essayer d'accompagner et de valoriser cette politique. Et en même temps, il a été créé le Conseil des Sénégalais de l'extérieur. C'était après donc du temps avec le ministre des Affaires étrangères d'alors, Jacques Bonnet. Et ces Sénégalais de l'extérieur ont été organisés de telle sorte que c'est un conseil qui regroupe toute la diaspora. Ils se sont réunis en assemblée, en congrès au Sénégal pour structurer ce conseil qui devait organiser et valoriser le potentiel que représente cette diaspora. Et au moment où je vous parle, le président Sall a lancé un fonds d'appui aux femmes de la diaspora. Il y a aussi notre fonds pour ce qui est des éléments de la diaspora qui peuvent investir au Sénégal. Et en même temps aussi, il a instruit certains pour qu'on puisse valoriser en termes, parce que ça représente un potentiel financier énorme, voir comment organiser ces Sénégalais de l'extérieur pour qu'ils puissent continuer à jouer un rôle moteur. Et ça fait partie des segments du plan émergent. Et comme il est dans ce plan émergent, on considère que cette diaspora constitue la 15e région du Sénégal. Parce que pour dire comment cette politique est présente dans le dispositif diplomatique. Voilà. Pour ce qui est de la jeunesse, c'est un défi qui se pose au Sénégal et qui se pose à tous les pays africains. Je crois que cette dimension sociale, cette dimension culturelle, ces jeunes qui sont du Sénégal d'ailleurs, qui sont là, effectivement, il y a toujours ce choc culturel. Mais là aussi, je me revois un peu dans ce que le président Senghor avait lancé comme approche, enracinement et ouverture. Et je crois que souvent, en faisant le déplacement, la rencontre avec certains de nos compatriotes, à travers des activités culturelles saines, je crois qu'ils sont ce qu'ils sont, en s'ouvrant aux autres, en échangeant. Et je crois que de cette approche positive, cette jeunesse qui s'est installée en Europe peut trouver ses repères. Je crois que ces repères, enracinement, ouverture. Et aussi développer des activités saines, des retrouvailles. Nos retrouvailles d'aujourd'hui sont, je crois, participent
de cet échange qui permet à nous tous de pouvoir, en étant nous-mêmes, créer des échanges d'enrichissement mutuel. Et je crois que là aussi, c'est un élément important. Mais si je parle dans un cadre isolé, mais de manière globale, pour parler maintenant de ce qu'on peut envisager dans le monde qui évolue, parce que aussi la diplomatie n'est pas uniquement là pour régler les questions ponctuelles. La diplomatie est au service des États. Comment aider, constituer un apport économique et financier pour que nous puissions nous développer. Et la jeunesse ne peut avoir des emplois, la jeunesse ne peut s'épanouir que lorsque nous pouvons assurer les bases de notre développement, de notre croissance. Et je crois que là, toutes les politiques qui sont menées à travers l'agriculture, qu'il faut valoriser, à travers la formation professionnelle, je crois que tout ça, ce sont des politiques que nos dirigeants doivent jouer et que nous aussi, nos diplomates, notre mission est de servir de support avec nos partenaires, l'Union européenne, le plan multilatéral, bilatéral, Belgique, Luxembourg, avec nos partenaires centralisés comme décentralisés, comment nous pouvons créer une dynamique de coopération, un partenariat gagnant-gagnant, où là, notre jeunesse pourra s'y retrouver. Et je crois que beaucoup parlent de l'immigration, des drames que nous connaissons, de Lampedusa ou ailleurs, mais parce que, comme l'avait dit au sommet de la Baule, le président Diouf dans son discours, il dit mais l'Europe ne peut pas continuer à ériger des barrières pour ses frontières, ou bien quelles que soient les mesures qu'on prend. La meilleure façon de décourager la migration, en tout cas irrégulière, illégale, c'est de nous aider à nous développer chez nous pour donner des emplois pour que cette jeunesse n'ait plus même envie de sortir. Je crois que là, c'est le débat de fond. Comme on dit, le problème doit se régler en amont et en aval. En amont, c'est le développement, pour donner les bases de travail, pour fixer ces jeunes. Et en aval, bien sûr, pour ceux qui veulent migrer. Parce que le monde est bâti sur la migration. Depuis que le monde est monde, le monde a évolué par la migration. Depuis les temps de l'Antiquité, la Grèce, Rome, on me dit que sans migration, on ne peut pas vivre. Je crois que c'est à l'image de l'humanité, mais que les bases soient assurées et que ceux qui peuvent migrer migrent dans les meilleures conditions. Pour ce qui est maintenant de la question de la Fédération du Mali, je l'ai évoqué dans mon livre, je crois comme on dit, c'était un choc entre deux visions, un choc entre deux hommes. Vision. Le président Senghor avait une vision, comme il disait, il parlait souvent, il dit qu'il faut qu'une lecture de Marx et Engels. Il disait qu'il faut que les Africains aient une lecture beaucoup plus africaine de Marx et Engels, en disant que nous devons partir de nos valeurs africaines. Et sa politique était beaucoup plus une politique entre guillemets, bon, il était socialiste, mais il disait que c'est un social-démocrate. Donc c'était la vision senghorienne, c'est une vision social-démocrate. La vision Modibo Keïta était une vision révolutionnaire. Donc voilà, déjà il y a ce choc dans la vision. Il y a aussi ce choc et il n'était pas affilié dans le même dispositif. Senghor était affilié à SFIO, donc section française socialiste, Modibo Keïta, parti communiste. Déjà, c'est d'autres éléments de choc. Deuxièmement, je crois que, comme on dit, les orientations aussi extérieures. Le président Senghor était beaucoup plus ouvert à l'Occident, la France bien sûr, le monde occidental, et le président malien était beaucoup plus ouvert à l'Union soviétique et à la Chine, élément de friction. Et bien sûr, cette vision externe aussi, par rapport à la politique nationale, à l'interne, on disait que le président Modibo était beaucoup plus proche du président du Conseil sénégalais, du Conseil d'alors, Mamadou Dia, qui était pour une collectivisation économique, une appropriation, une vision de planification, allant beaucoup plus dans le modèle soviétique,
et que Senghor dans la gestion de l'économie et des avions. Donc, c'était un choc de vision entre deux, et comme on dit, deux béliers ne peuvent pas cohabiter longtemps, et le choc des corps n'a pas manqué, et ce qui a cassé malheureusement la Fédération du Mali. Je l'ai évoqué dans mon livre avec ces différentes séquences. Bon. Pour ce qui est enfin de la politique culturelle, comme l'a dit Mme Awasensar, merci de votre présence et de votre dispositif. Oui, d'accord. Ah voilà, donc effectivement, ça a été c'était un élément fort, la civilisation, du donner et du recevoir, ce banque universel, tout ça autour de ce binôme, enracinement et ouverture. Et je crois que cette vision a influé par rapport à notre diplomatie. Et même si on revisite actuellement la mondialisation, le village planétaire, on retrouve les mêmes segments. Et je crois que cette préoccupation continue à animer les nouvelles autorités, en tout cas à inspirer la diplomatie sénégalaise. Et je crois que c'est de là où nous avons puisé, nous puisons une force. Et comme on le dit souvent, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de diamant, nous avons cette vision culturelle qui nous permet d'émerger. Et alors, dans le livre, j'explique cette séquence où, dans des échanges entre le président Senghor et le président Houphouët, le Senghor disait, mais Houphouët, vous avez votre café cacao, vous pensez que c'est votre force économique, mais je vous battrai par la culture et le verbe. Donc, pour dire comment c'est un des éléments de concept qui sont vivants. Pour ce qui est de la Casamance, effectivement, c'est un élément de difficulté que le Sénégal a connu dans son évolution. Et au stade actuel, en tout cas, aux dernières nouvelles, nous sommes dans une phase d'abord, la tension a beaucoup baissé. Le président qui a eu un conseil présidentiel, il y a de cela environ un mois dans la région, a rencontré les leaders de la rébellion. Avant ça, c'est dans une dynamique de négociation, de retrouvailles. Il y a de cela 10 jours, celui qui incarne l'aile militaire en Casamance a déclaré le cessez-le-feu unilatéral. Vraiment, je vais vous dire que nous sommes dans une dynamique positive, dans une dynamique de retrouvailles et de réconciliation nationale, pour ce qui est de la République du Sénégal. Bon, maintenant, j'ose espérer que cette dynamique pourra se terminer par des retrouvailles définitives. Mais en tout cas, nous sommes dans cette dynamique. Mais, comme on dit, la diplomatie doit tenir compte de l'environnement géopolitique. Et dans l'environnement géopolitique, souvent, parfois les instabilités en Guinée-Bissau, certaines fluctuations en Gambie peuvent aussi peser sur ce dossier. Mais bon, comme on dit, on fait aussi la politique de sa géographie. Voilà.